Alors ce soir, on va vous parler du son. On a beaucoup parlé de l'image, et en fait l'immersion, c'est aussi une perception auditive. Elle est sonore. C'est pour ça que c'est une construction à la fois théorique, technique, et qui traduit certaines options esthétiques et qui permet une innovation beaucoup plus grande qu'on ne pense. On peut dire que le son immersif est transversal. Il est accessible à des techniciens, à des musiciens, à des gens du podcast, à des réalisateurs, des concepteurs de jeux. Donc c'est un média accessible et qui présente des potentiels d'innovation très forts. Donc on a autour de nous plusieurs personnes en réel, en chair et en os. Merci Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Clara. Vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Alors moi je suis Laurence Giuliani. J'ai fondé la société Aken, qui est une jeune société nantaise. Donc nous, on conçoit et on produit des expériences sonores immersives pour les territoires, les lieux de patrimoine et les musées. J'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Nous avons aussi Antoine Petrov, qui est avec nous à travers un écran, en visio. Allô ? Bonjour Antoine. Ah voilà, vous m'entendez ? Oui. Est-ce que Parfait. vous pouvez vous présenter très brièvement ? Bien sûr, donc moi je suis Antoine Petrov, je suis directeur produit chez IRCAM Amplify. Donc IRCAM Amplify est une filiale de l'IRCAM, l'IRCAM qui est un institut de recherche qui a la particularité de regrouper au même sein à la fois des musiciens, des compositeurs et des scientifiques et des ingénieurs qui travaillent ensemble à développer on peut dire la musique du futur. Et à travers ça, ils développent des nouvelles technologies dans le domaine du son. Et IRCAM Amplify, donc, est une filiale qui a été créée en 2019, dont le but est faire le pont entre cette recherche qui est poussée par la création musicale et l'industrie et les usages, on va dire, dans le monde de tous les jours, en proposant des outils qui vont permettre à des entreprises, que ce soit ça peut aller des fabricants de voitures à des concepteurs de logiciels pour les musiciens, leur permettre de proposer des nouveaux usages, des nouveaux produits et des nouvelles expériences à leurs clients avec ces technologies-là. D'accord, faire des ponts, c'est justement ce qu'on va essayer de faire ce soir, ici à Metz, entre les industries culturelles, les nouvelles technologies et l'aspect beaucoup plus narratif qu'on va découvrir avec Laurence Bagot et Laurence Giuliani. Laurence Bagot, est-ce que vous êtes là en ligne ? Allô ? Bonjour Laurence. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît ? Avec plaisir, je suis Laurence Bagot, je suis cofondatrice de la société Narrative qui depuis 2008 produit des œuvres numériques. On a produit beaucoup de choses très différentes en images, en expérimentation, installation. Mais depuis 2016, on développe un savoir-faire particulier sur le son qui nous intéresse immensément, notamment dans sa capacité à embarquer de tout un chacun dans des expériences assez nouvelles et assez bluffantes, sans que ça soit très compliqué en termes de compréhension de la technologie pour celui qui l'utilise. Donc ça c'est bien parce que c'est du bluffant, accessible à tous. Et justement, après l'ère de l'image, peut-être qu'on est en train de vivre un retour au son, avec des technologies parfois plus simples, parfois plus complexes, mais beaucoup plus accessibles qu'on ne pouvait le penser, et qui permettent d'investir en fait vraiment le corps, l'émotion. Le son est un médium qui prend aux tripes, vraiment, peut-être encore plus que l'image qu'on a tendance à vouloir analyser, étudier, on rationalise, alors que le son, on a souvent la chair de poule en écoutant une musique qui nous émeut. Et là, peut-être que le futur du web sera en partie immersif grâce au son. La transformation des usages va s'accélérer. L'offre de podcast, vous le voyez, est déjà, ou plutôt vous l'entendez, est déjà en train de s'étoffer. Et quand les podcasts deviendront presque systématiquement immersifs, je pense que de nouvelles écritures vont encore se développer, on va déjà le voir ce soir, de nouvelles écritures, un nouveau rapport au lieu où nous sommes, parce que quand le son permet de nous immerger, on fait beaucoup plus attention, c'est le paradoxe, c'est que le son nous permet de mieux voir. Le son est un guide à la fois auditif et visuel, le son immersif.
Donc ça, c'est assez intéressant. Et je pense qu'en ce sens, il libère, il ouvre vers de nouvelles écritures. En premier lieu, Antoine Petrov, est-ce que vous pouvez définir, pour notre public, donner une définition du son immersif? Quand on parle de son immersif, quelle différence on peut faire entre le binaural, le Dolby, tout ça qu'on entend un peu partout? Tout à fait. Avant toute chose, il faut comprendre que quand on parle de son immersif, c'est un concept global qui consiste à plonger l'auditeur dans une bulle sonore et dans laquelle il va avoir des sons qui proviennent de toutes les directions. Historiquement, on a pu trouver ça dans des concerts où on plaçait des haut-parleurs tout autour du public et le musicien pouvait faire tourner des sons, créer tout un tas de choses avec, créer une acoustique virtuelle, par exemple donner l'impression à l'auditeur d'être à un moment donné dans une cathédrale et tout d'un coup dans une toute petite pièce, alors que la pièce réelle ne changeait pas, mais le son pour autant changeait. Et donc vraiment, le concept de son immersif, en fait, c'est se rapprocher de la réalité sonore que l'on a tous les jours quand on marche dans la rue, où en fait on a des informations sonores qui proviennent de toutes les directions. On peut faire la comparaison avec la chaîne Hi-Fi standard ou même les smart speakers actuels, où le son provient d'un endroit unique, ou dans le meilleur des cas en stéréo de 2 endroits, et qui recrée un espèce d'ersatz de réalité. Dans le son immersif, on va réellement recréer les conditions d'écoute naturelles que l'on a quand on n'a pas de casque ou d'enceinte. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté, justement. On cherche aussi à savoir quelle est la nouveauté du son immersif par rapport à d'autres dispositifs sonores qui existent déjà depuis très longtemps. Je pense au son Hi-Fi, mais même encore avant, le son des instruments de musique. Qu'est-ce qu'il y a de proprement nouveau dans ce qu'on appelle son immersif? Et c'est presque un pléonasme d'ailleurs de dire son immersif, parce que quand vous entendez un concert dans un auditorium, vous êtes immergé en quelque sens. Alors, justement, quand on va... Prenons un exemple, on va écouter un concert de piano dans une salle dont l'acoustique a été traitée. En fait, ce qu'on entend, on entend le piano en direct. Donc ça, c'est une source sonore qui est unique. Maintenant, ce piano, dans la réalité, il diffuse le son qu'il produit, va être envoyé vers l'auditeur, mais va être aussi envoyé dans le fond de la salle, au plafond de la salle, contre les murs de la salle, qui vont ensuite créer des échos que nous, en tant qu'auditeurs, nous allons aussi percevoir. Et en fait, qui participent énormément à l'expérience. Et au moment où le concert se termine, vous entendez les applaudissements de tous les gens autour de vous qui participent de nouveau à une expérience qui est extrêmement émotionnelle. Et l'idée, quand on va faire un mixage ou un enregistrement immersif, c'est de recréer vraiment ces conditions-là. On va pouvoir entendre l'instrument ou un chanteur qui est vraiment positionné à un endroit donné. On va être plongé dans l'espace acoustique d'une salle et on va pouvoir entendre des gens qui applaudissent et qui vivent l'expérience en même temps que vous. D'accord, mais qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que le son immersif s'impose dans les industries musicales, dans les industries même patrimoniales en quelque sorte? Alors, le premier aspect a été de pouvoir diffuser ce son. Parce que là, je vous ai donné l'exemple où on mettait une 50aine de haut-parleurs autour des gens. Autant c'est possible de le faire dans un concert ou un événement. Évidemment, dans une maison, dans une voiture ou quand on est en train de marcher dans la rue, c'est un peu plus compliqué. Donc, il a fallu d'abord trouver un moyen de pouvoir restituer ce son immersif dans la vie de tous les jours. Et il se trouve que l'écoute au casque, entre autres, permet justement de recréer du son immersif. Et le grand changement qui a lieu ces 2-3 dernières années, c'est que des fabricants tels que Apple ou des gens comme ça se sont vraiment intéressés au phénomène du son immersif et à favoriser la diffusion de contenu immersif, principalement avec un casque. Donc l'industrie de l'audio accompagne cette mutation? Oui, depuis 2 ans environ, les gros acteurs de l'industrie audio sont vraiment en train de pousser cette mutation. Est-ce que vous pensez qu'il y a une demande plus forte de la part des particuliers, des auditeurs, et de la part des structures publiques, par exemple, comme une radio de service public ou une salle de concert Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une demande forte, une poussée? Alors, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que la demande n'est pas forcément
aujourd'hui déjà là, parce qu'en fait, les gens, justement, ne sont pas forcément habitués à du son immersif. Par contre, moi, l'expérience que j'en ai depuis un certain nombre d'années, et si les grands acteurs se mettent dedans, c'est une bonne réponse à cela. À partir du moment où on fait écouter ce type d'expérience à n'importe quel auditeur, le retour en arrière est très difficile. Donc, en fait, le son immersif est resté un peu en sourdine pendant 15 ans. Et là, depuis 2 ans, on a vraiment une demande qui commence à augmenter. Et à partir du moment où elle est poussée par des gros acteurs industriels, la mutation va se faire. Alors pourquoi depuis 2 ans? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu par hasard un petit confinement qui nous aurait donné envie de sortir de notre vie quotidienne pour être immergé dans un univers beaucoup plus propice à l'imaginaire, à l'évocation? C'est un des facteurs qui, effectivement, a accéléré les choses, oui. Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer des dispositifs de son immersif pour des bureaux par Teams, ce qui donnerait une ambiance de bureau alors que tout le monde est en télétravail? Là, c'est pas très drôle ce que je donne comme exemple, mais je donne l'exemple d'un marché qui pourrait se développer. Non, c'est effectivement dans les différents axes de recherche et de développement sur le son immersif, tout ce qui est communication est évidemment un des points très importants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le son permet à la fois de transmettre de l'émotion, de l'information, et le son immersif, en fait, facilite la transmission de cette information ou de cette émotion. Et donc, dans le cas où on essaie de communiquer dans un cadre de travail, la facilité à laquelle on va pouvoir transmettre de l'information à plusieurs personnes est évidemment très important. Donc là, je de la pense... musique ou du podcast. On pense bien sûr à la musique, aux industries culturelles, mais même par exemple en termes de services publics de l'éducation ou du soin. Imaginez une téléconsultation avec votre médecin ou un cours particulier avec un professeur en utilisant les technologies du son immersif. Est-ce qu'il n'y aurait pas, peut-être, là c'est une vision assez enthousiaste, l'occasion d'un rapport plus serein, moins déconcentré de tous les bruits externes, et peut-être qui permettrait une relation entre on va dire, la personne qui sait et la personne qui écoute, qui est moins horizontale et plus, moins verticale, au contraire plus horizontale, et qui est plus sereine? Je pense que oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, en fait, quand il est confronté à quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de percevoir dans la réalité, il y a toute une fatigue qui est générée par la compréhension de ce qui se passe. Donc quand on a un son qui est restreint, qui ne ressemble pas à ce qu'on a à l'extérieur, en fait, on se fatigue énormément. Donc typiquement, si j'interagis avec mon médecin à travers une visioconférence où le son n'est pas immersif, effectivement, je vais moins être apte à comprendre ce qu'il est en train de me dire, et lui va être moins apte à travers mes émotions, comprendre dans quel état je me trouve. Parce que de nos jours, on voit bien qu'à l'occasion de la pandémie, les téléconsultations, les téléréunions se sont multipliées, mais sans pour autant, peut-être qu'il y ait de dispositifs qui sont comme des correctifs à la relation humaine. Oui, mais donc tout ça, c'est des dispositifs qui sont justement en développement aujourd'hui, donc ils ne sont pas encore accessibles sur nos smartphones, etc., mais sont en train justement de se développer. Et en tout cas, je pense que le besoin, justement, on le comprend de mieux en mieux. Et donc la demande en son immersif, pour répondre à la question, je pense, ne va faire qu'augmenter de façon exponentielle. Et dans des domaines justement très vastes. Et en termes d'objets connectés, on connaît bien les casques, on sait que le smartphone sert de relais. Est-ce que vous pensez à d'autres objets, par exemple dans la maison, qui pourraient... de plus en plus... Qui pourraient servir comme ça de relais auditif, en quelque sorte? Oui. Alors, si on prend les smart speakers ou les enceintes connectées avec des assistants vocaux, on trouve de plus en plus de modèles en fait qui permettent de faire un son immersif. Alors, on va pas être capable de vraiment faire tourner un son de façon précise autour de l'auditeur, mais typiquement pour séparer une voix d'une ambiance sonore, ces objets vont être capables, en fait, en utilisant les réflexions sur la pièce d'écoute, pour créer du son immersif. Donc on commence à trouver justement des systèmes qui permettent, à moindre coût et sans demander une installation très complexe, de pouvoir faire du son immersif.
Il y a aussi des recherches qui sont faites par des grands acteurs de l'industrie pour, à partir de plusieurs smartphones, plusieurs smart speakers et votre ordinateur qui sont posés un peu n'importe où dans la pièce, que ces différents objets vont se connecter entre eux et créer un son immersif, une bulle immersive sonore autour de vous. D'accord, donc là aussi, ça Donc pourrait ça être de- employé, par exemple, dans le service public, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans des lieux où il y a beaucoup de stress sonore, une pression sonore très forte, Complètement. négative, et qui nuit au public finalement, puis aux personnes qui travaillent au service des citoyens, et Complètement. peut-être améliorer les conditions de travail grâce à l'immersion, J'en son immersif. j'en suis persuadé. Juste un élément qui est assez intéressant aussi avec le son immersif, c'est que le niveau sonore nécessaire pour transmettre une émotion ou une information en son immersif est moins élevé qu'avec un système de haut-parleurs standard. Donc ça permet par exemple dans un concert, en fait, pour une expérience exceptionnelle, d'être soumis à un niveau sonore qui est plus faible. Et donc moins de fatigue, donc moins de dommages au niveau de l'audition, etc. Donc ça répond même à un besoin de santé publique. Et puis de santé publique, et puis d'une sociabilité de meilleure qualité en fait. Complètement. Merci beaucoup Ce qui est Antoine. intéressant pour terminer, Oui, pardon. pour terminer là-dessus, Ouais. c'est qu'en fait le son immersif permet de faire disparaître la technique et la technologie. C'est Et- ça. Et du coup, ça offre un moyen justement de transmission et de communication qui devient exceptionnel. Finalement, c'est un tel degré de technologie que ça permet d'effacer la présence gênante de la technologie pour revenir à un son intuitif, en quelque sorte, C'est exactement au ça. partage En d'un tout cas, son. nous, on travaille à ça pour effectivement pouvoir utiliser toutes les technologies parce que ça demande une complexité technique derrière, mais pour arriver à un résultat qui, au fond, est plus simple à tous Je les pense niveaux. aussi, par exemple, aux thématiques du jeu et de la dépendance. Vous savez, les jeux vidéo, là, par exemple, en Chine, il y a eu des dispositifs pour que les enfants ne passent pas trop de temps sur les jeux vidéo par jour. Il y a les questions, bien sûr, de l'immersion visuelle, mais il y a aussi les questions du niveau sonore de certains jeux. Et là aussi, il pourrait y avoir une régulation, non pas par des règles ou des lois, mais par la technologie elle-même. Oui. Donc ça, c'est Parce que intéressant. aussi, naturellement, et surtout, ça se fait naturellement. Moi, l'expérience que j'ai pu faire en concert, c'est que naturellement, en fait, sans même que ce soit régulé, on écoute moins fort. Et personne ne s'en plaint. ça, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Antoine. Donc, on l'a vu avec Antoine, c'était assez encourageant. C'est que ce son immersif propose des expériences et permet, à mon avis, un dépassement de certaines problématiques sociales, de vie en société, de sociabilité. Et donc, c'est une avancée à la fois technologique, culturelle et sociale. Laurence Bagot. On l'a. Bonjour Laurence. Donc, vous, en fait, vous avez réussi à apporter du son dans des lieux patrimoniaux, en développant des innovations. Alors, Vous m'entendez? oui, je vous entends. Vous avez vraiment créé un savoir-faire dans la production sonore depuis 2015, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Donc c'est une innovation assez paradoxale, puisque finalement, le son permet de guider le regard sur un lieu de visite, par exemple. En fait, tout le constat est parti de le fait que quand on est dans un lieu, on a de l'image tout autour de nous, que ce soit un musée, un lieu d'exposition, un lieu de patrimoine, même une ville, enfin quel que soit le lieu, on a de l'image. Et pourquoi recréer une image dans un compagnon numérique, un écran, une tablette, alors que finalement cette image-là, elle est là, il suffit juste de guider le regard de tout un chacun pour apprécier et interpréter ce qu'il a autour de lui. On avait cette envie depuis longtemps en se disant mais bannissons les écrans de nos visites parce que pour une fois faisons une pause et pour profiter des lieux où on est. Et j'ai découvert un peu par hasard le son binaural dans un festival qui était au tout départ de son exploitation dans ce genre d'expérience. Et je me suis dit, mais c'est génial, parce que finalement, l'image qu'on a autour de nous, le décor dans lequel on est, c'est un décor à 360, et ce son, il faut l'écouter pour le croire, mais reproduit exactement, comme disait Antoine, une acoustique totalement naturelle. Ça veut dire que vous êtes dans une église vide, vous pouvez reproduire
une messe de Mozart, vous avez l'impression que Mozart est devant vous et joue son requiem. Et de ce fait, vous êtes Et c'est ça qui concentré, en m'a fait. intéressée, c'est à quel point, avec une technologie qui est hyper accessible à tous, il suffit de mettre un casque pour l'écouter, euh, on peut générer augmenter des lieux et raconter des histoires, ce qui est mon métier à la base, de manière assez universelle, de manière assez très créative, ça c'est très amusant à faire, et de manière très puissante, parce que comme disait Antoine, le son fait à la fois appel à notre intellect, puisqu'il nous permet de générer des images mentales, mais c'est avec l'olfactif le sentiment, le sens qui nous est le plus intime. De la même manière qu'on ressent une odeur et on se rappelle de quand on avait 3 ans, un son nous renvoie à des choses très fortes au niveau émotionnel, on le voit quand on écoute de la musique. Et donc toute cette puissance du son m'a paru passionnante à explorer. Euh, pour ces raisons-là. On a eu l'occasion de le faire dans plein de lieux différents, que ce soit, on a commencé avec une abbaye qui est l'abbaye aux Dames à Saintes, où on a refait tout le parcours d'interprétation de l'abbaye en intérieur-extérieur dans des acoustiques très différentes, grâce à des histoires racontées en son binaural. J'aime toujours raconter l'histoire de la mouette qui passe Ah, au-dessus de attention, on vous vous. entend moins bien. Vous levez la Attention, tête pour regarder si cette mouette est bien passée. En fait, elle est juste enregistrée, mais elle a été enregistrée de manière attention, spatialisée, on vous, ce qui fait que on vous vous avez entend un peu l'impression moins bien. qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, de la même façon, l'histoire est racontée par des comédiens qui sont tout autour de vous. Par exemple, dans la salle capitulaire, on est avec les sœurs au moment du dîner. On a l'impression d'être vraiment assise à côté d'elle. On a développé ce savoir-faire Laurence, pour attention, des on vous entend moins musées, bien. dans Est-ce que vous pouvez parler peut-être plus fort parce qu'on vous entend moins bien? C'est la connexion qui... C'est peut-être la connexion, mais là, je crois que c'est vraiment Ouais, j'ai la l'impression table de ronde parler. ou se faire D'accord. entendre. On a développé ce savoir-faire pour des musées, on a développé ce savoir-faire pour des villes, comme à Montauban, où on a réalisé une visite de ville grâce à un petit personnage qui est un archéologue et qui nous raconte la ville. On a réalisé des podcasts pour des expositions et on a travaillé pour le château de Vaux-le-Vicomte. Et peut-être qu'avant d'expliquer le projet, on peut lancer la première vidéo Oui. et je vous raconterai après ce qu'on y a fait et ce qu'on continue à faire avec eux en ce moment. Je pense que c'est la régie. Ouais, ça va se faire automatiquement. Madame, Louis XIV a fait emprisonner Monsieur Fouquet. Je me moque bien des petits comploteurs. On n'a point vu de surintendant en France respecté comme je le suis. Le roi lui-même sait qu'il me doit tout. C'est le genre de dette qu'un roi ne pardonne pas. Votre Excellence, vous aurez le plus beau jardin du monde. Ce sera une œuvre d'art totale, la demeure de la lumière. Je veux que l'on sente, en entrant ici, le souffle de mon esprit. Cette fête sera mon apothéose. Tous les plus grands du royaume. La reine-mère, le roi, la cour, les artistes les plus en vue. Dans les bassins, dans les bosquets, dans tous les arbres du domaine. Ce château, c'est moi-même. L'intérêt d'apporter du son dans les lieux de patrimoine. C'est vraiment le son qui est mobilisé au service d'un dispositif de médiation entre le visiteur et les œuvres elles-mêmes, les œuvres qui ne sont pas toujours visibles, surtout quand il s'agit d'évoquer le passé. Alors là, typiquement à Vaux-le-Vicomte, l'équipe du château ne veut pas d'écran ne souhaite pas introduire d'écran dans la visite du public.
Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec eux d'ailleurs, parce que nous, c'était notre souhait de faire des choses sans écran. L'enjeu, c'est de faire revivre ce château qui a été vraiment un pivot de l'histoire de France, puisque c'est le début de la monarchie absolue de Louis XIV, donc de faire revivre aux visiteurs l'histoire du château qui réunit Molière, Le Nôtre, La Fontaine, enfin tous les grands noms du XVIIe sont passés à Vaux-le-Vicomte, et de le faire vivre de manière vivante. Je dis toujours, les séries télévisées, le cinéma s'emparent de notre histoire et de nos lieux, s'en sert comme décor. Ben là, on a le décor, racontons l'histoire comme si c'était un film sonore en fait. Le principe, c'est les visiteurs arrivent, on leur donne un casque et un petit narrateur, et après ils n'ont plus rien à faire sinon que de déambuler dans le château, dans les différentes pièces. Et dans chaque pièce se joue une scène en son qui va raconter l'histoire de ce château et broder un film sonore déambulatoire. Une histoire qui est tragique, qui est émotionnelle, qui est pathétique, qui implique un complot, des jeux, etc. Et ce que nous disent les visiteurs, et on pourra écouter la deuxième vidéo que je vous ai envoyée, c'est que tout d'un coup, on comprend ce qui s'est passé dans ce château, là où auparavant on avait une visite beaucoup plus patrimoniale, on va dire. Tout d'un coup, on le vit, et c'est à la fois l'intellect qui le comprend, mais aussi toute l'émotion. On est avec Nicolas Fouquet qui va de sa grandeur chuter de manière historique, comme on l'a appris dans nos livres d'histoire. Alors, je vous propose de regarder le retour des visiteurs avec la deuxième vidéo que j'ai envoyée à la régie. Elle arrive. Va-t-on s'est dépassé? A-t-on jamais vu de pareil? Ces perdrix étaient si bien rôtis qu'elles fondaient dans la bouche. Ces fruits enrobés de caramel. It's very interactive, very interesting. It made me feel like I was present there during that time period, and I knew like who these people were. I thought that this was quite a quick and fast understanding. There was this part, I think it was in the study room where the king was housed when he was here for the visit, and the doors started to close and windows started to open. It made me feel like I was present. Tiens, voilà qu'on tire le feu d'artifice dans le jardin. Allez voir. J'ai été interloqué par la qualité du son, des voix. Nicolas Fouquet, marquis de Belle-Île, vicomte de Melun et de Vaud. En écoutant la musique, en écoutant les commentaires et l'histoire, on a l'impression qu'on est dans un film. À un moment donné, même, on pourrait presque perdre pied parce qu'on a une impression de planer un peu. Ce qui m'a apparu distinct, c'est des gens qui pouvaient arriver sur les côtés. Moi, ça m'a plu. Je trouve que c'est vachement accessible et en particulier pour les jeunes, je pense que ça peut être pas mal. So I would say it's fun. It leverages a very emotive kind of storytelling, very informational, things that I would not find on Wikipedia, for example. Pour moi, c'est une très belle expérience et c'est une première. Je n'ai jamais eu un tel son lors de visites d'un monument. Alors c'est intéressant parce que les gens disent qu'ils sont complètement dedans, qu'ils planent. Donc là, l'effet immersif est complètement réussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils disent qu'il n'y avait pas ça sur Wikipédia. Wikipédia, c'est du visuel. On regarde une encyclopédie. Là, en fait, ils ont réussi à apprendre quelque chose complètement par le sens de Louis.
Surtout Wikipédia, c'est du pédagogique, alors que là, les gens vivent une expérience et la plupart des gens, comme c'était un peu expliqué dans ces vidéos, ne savent pas trop ce qui est magique, mais il y a quelque chose de directement magique, que ce soit pour cette jeune singapourienne, ce monsieur qui doit être plutôt retraité, ce jeune homme qui doit être plutôt étudiant. Il y a un truc qui est extrêmement accessible et universel. On vous raconte une histoire sonore où vous n'avez rien besoin de savoir, vous allez la vivre de l'intérieur, vous allez vous retrouver. Il y a une scène où le roi parle à Louis Fouquet. Moi, je l'ai entendu 200 000 fois cette scène. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir Louis XIV et Fouquet en face de moi, et je suis avec eux. Et c'est ça qui est intéressant dans le son immersif, c'est que il y a une adresse au spectateur, on est dans la scène, en fait. Enfin, la façon Et dont on le voit on bien, est dans là, la scène. on le voit, c'est universel, en fait, puisqu'il y a un public très diversifié. Personne ne pense qu'il n'y a pas les codes. Comme par exemple dans un film, par exemple, il peut y avoir des codes qui parlent plus à un public plutôt qu'à un autre. Alors après, c'est tout l'art de raconter une histoire. On travaille avec des scénaristes très singuliers pour chaque projet. On réfléchit beaucoup en amont. C'est énormément une question d'écriture aussi pour s'adresser à tout le monde. À Vaux-le-Vicomte, et on fait souvent ça dans des projets, il y a un parcours qui est plus dirigé vers les adultes et un parcours qui est plus pour les enfants, en tout cas les petits-enfants. On ne parle pas tout à fait de la même façon à des adultes et à des enfants, mais il y a un gros enjeu d'écriture, et ça c'est passionnant de travailler avec un scénariste, puis un enjeu de réalisation, c'est comme un film en fait. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que cette technologie peut s'appliquer, comme disait Antoine, à énormément de champs, puisque une histoire, c'est malléable. Voilà. On a fait des choses dans des musées, par exemple, qui sont complètement différents, parce que là, il ne s'agit pas de raconter une histoire qui s'est passée dans un lieu, mais plutôt de parler d'une œuvre. Mais le fait de pouvoir s'adresser au spectateur, de pouvoir lui dire là, tu vois ce que... Voilà, il y a un rapport direct et une implication personnelle de celui qui écoute dans le lieu physique, là où il est. Et chaque projet met en jeu des directions différentes, que ce soit des directions d'écriture, des directions de réalisation, mais à partir du moment où il faut raconter quelque chose, le son binaural est un outil merveilleux pour entretenir une relation assez personnelle finalement avec celui qui l'écoute, et engager le spectateur, le faire rire, le faire pleurer, le faire s'émouvoir, lui guider le regard. On peut assez vite manipuler cette personne-là, alors pas de façon mal intentionnée, mais leur dire regarde là-haut le plafond, on est sûr que la personne lève la tête. On peut l'orienter. Dans Vaux-le-Vicomte, il y a un feu d'artifice à un moment donné. Il a beau être midi ou 10h du matin ou 3h de l'après-midi et faire très beau, les gens se dirigent vers la fenêtre pour aller voir le feu d'artifice qu'ils entendent au casque. Donc ça marche en fait, il y a un pouvoir d'être dedans, alors qui est très lié aussi à la façon dont on raconte l'histoire et où on la construit, mais que le son binaural permet de magnifier. Et c'est ça qui est passionnant à produire. Alors justement, en termes de production, d'écriture, concrètement, combien de personnes ont écrit ce scénario pour Vaux-le-Vicomte ? Alors, chaque projet est assez différent. Vaux-le-Vicomte, c'était en quelque sorte une grosse production. Donc, pour chaque projet narratif, on fait appel à des auteurs, que ce soit des auteurs qui viennent du cinéma, de la télévision, de livres. Enfin, c'est des auteurs avec des savoir-faire très divers en fonction du projet. Ensuite, il y a un réalisateur, comme dans un film. Là, on a fait appel à 2 réalisateurs de Radio France qui étaient spécialisés dans le son binaural. Et ensuite, toute une gamme de comédiens, de bruiteurs, d'ingénieurs son évidemment, de monteurs, mixeurs. Ça peut être, on va dire, les petits projets en son binaural, ça peut être 5 personnes. À Vaux-le-Vicomte, on était plutôt 25, mais c'était une grosse production. D'accord. Et vous avez fait d'autres projets, comme par exemple à Montauban. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors à Montauban, l'enjeu était différent. L'idée, c'était de faire visiter la ville aux touristes. Alors, on a décidé de le faire de manière souvent très incarnée. Moi, j'aime bien incarner les choses à travers un jeune archéologue qui allait montrer le patrimoine visible et invisible de la ville. Et c'est à la fois au son avec son téléphone. Alors, c'est beaucoup moins grosse production que Volvicomte parce qu'on est avec des oreillettes. On maîtrise pas trop la diffusion. Chacun apporte son téléphone et ce qu'il a pour entendre, donc on a fait un son de qualité, mais qui n'a rien à voir avec celui de Volvicomte. Et c'est ce jeune archéologue qui va raconter et faire voir, entre guillemets, cette ville, à la fois ce qu'on y voit réellement et ce qu'il y a notamment sous terre, parce que Montauban, comme beaucoup de villes en France, est une ville médiévale où beaucoup du patrimoine est dans les souterrains, voire dans les égouts d'ailleurs, de la ville. Donc on raconte l'histoire de cette ville à travers des parcours déambulatoires aussi dans la ville qui sont pour tous les publics. Pour tous les publics. Et là, par exemple, c'est la ville de Montauban qui a financé le... Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est la ville de Montauban qui nous a sollicité. Dans ce genre de projet, c'est souvent un commanditaire qui nous sollicite et nous qui apportons une réponse créative, soit dans une réponse à un appel d'offres, soit au cours d'une conversation plus en direct. On aime beaucoup à Narrative travailler avec des archives. Qu'elles soient sonores. Là, j'ai fait cet été une série de podcasts pour le musée d'Orsay, pour l'exposition Magritte-Renoir qui était à l'Orangerie, où les podcasts sont pratiquement exclusivement basés sur des archives sonores et écrites mises en son. Le pouvoir des archives est absolument hallucinant. Faire parler l'histoire en direct, ça marche toujours si on sait bien manipuler ces archives et les agencer comme un puzzle. Donc raconter des histoires en partant de ce qui a été, c'est toujours assez fascinant à quel point ça marche. On a aussi fait ça dans un projet qui s'appelle Ça s'est passé ici, où on raconte l'histoire de la Shoah à Paris, là où ça s'est passé. Donc c'est de la micro-histoire à travers des archives policières, sonores, écrites, qu'on a mises en son quand il fallait les mettre en son, et qu'on raconte dans le lieu où elle s'est passée. Et avoir un rapport de police d'une rafle de dizaines de familles qui ont été déportées exactement devant la porte cochère où ça s'est passé, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, et là aussi peut-être que le son immersif permet une présentation qui manifeste une forme de pudeur par rapport à une production visuelle ou par rapport à... Il y a aussi peut-être une façon de la raconter que le son permet. Oui, alors c'est intéressant, je ne m'étais pas posé la question comme ça, c'est moins... Enfin, pudeur, c'est intéressant que vous utilisez ça. En fait, le son laisse la liberté à chacun de créer ses propres images mentales. Alors que l'image, et je produis des images aussi, c'est quelque chose qu'on vous apporte devant le nez et vous n'avez pas le choix de créer la vôtre. Je dis souvent, quand on lit un livre et qu'on va voir un film derrière, moi, ça m'arrive très souvent d'être déçue par le film parce que le livre m'avait fait produire des images dans ma tête, alors que le film m'en impose une qui n'est pas celle que j'avais produite. Donc forcément, il y a un décalage et souvent un peu une déception. Le son, c'est pareil, ça nous permet de produire nos propres images mentales. Vous entendez un feu de cheminée, chacun voit son feu de cheminée, mais c'est sûr que vous voyez un feu de cheminée. Et donc, effectivement, ça laisse une certaine pudeur ou ça laisse un espace de liberté d'interprétation pour laisser à chacun se faire sa propre représentation des choses. Et quelque part, cette propre représentation, elle vous est propre, donc elle vous touche beaucoup, beaucoup plus fortement que si c'est la représentation de quelqu'un qui peut vous toucher ou pas, quoi. C'est ça, c'est beaucoup plus personnel finalement. Voilà, il y a une implication de l'intime et de l'écoute intime dans le son qui a pas forcément... C'est un rapport complètement différent à l'image. Je ne sais pas si Antoine nous entend toujours, mais
On m'a dit aussi que le son montait beaucoup plus rapidement au cerveau que l'image. Antoine. Donc, quelque part, il y a une connexion directe entre ce qu'on entend et ce qu'on perçoit, alors que l'image, le cerveau doit faire toute une recomposition de ce qu'il a vu, des pixels, etc. Ça dure quelques millièmes de secondes, mais c'est quand même moins direct. Un son nous rentre dans l'émotion et dans le cerveau de manière immédiate. D'où sa puissance évocatrice et sa puissance émotionnelle. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous. Maintenant, je me tourne vers Laurence Villani. Vous nous emmenez en balade sonore. Écoutez, absolument. Je l'évoquais rapidement. Alors tout d'abord, je voulais dire que c'était pas de l'impolitesse, mon téléphone, je prenais des notes parce que je trouvais ça très intéressant tout ça. Oui, tout à fait. On vous emmène en balade sonore en extérieur, comme je le disais. In situ, absolument. On développe également des podcasts pour le web, mais c'est vrai qu'on a un gros penchant pour le in situ. On travaille beaucoup sur le terrain, et notamment parce qu'on va chercher à révéler l'invisible. C'est un mot qu'on utilise beaucoup dans ce métier. Révéler l'invisible des territoires, alors territoires dans leur acception large naturellement. L'idée pour nous, c'est une fois de plus de proposer d'embarquer un visiteur dans une bulle sonore qui va se déclencher grâce à sa déambulation, puisque ce sont des balades sonores géolocalisées. Et puis on va chercher à emmener les visiteurs surtout au cœur d'un patrimoine vivant et d'un patrimoine qu'on va découvrir en marchant. Moi, je pense que le mieux, c'est de commencer par regarder une vidéo. Cette vidéo, donc, c'est un court condensé d'une balade qui dure environ 1h, 1h15, qui se déploie en Gironde, dans l'Entre-deux-Mers, sur une ancienne voie ferrée qui a été aujourd'hui convertie en voie verte, en piste cyclable. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette vidéo et puis on peut en reparler après. Ceci est votre oreille droite. Ceci, votre oreille gauche. En marchant, des zones sonores vont se découvrir en lien avec le paysage que vous traverserez. Je sors sur le quai et j'ouvre mon parapluie. Souvenir d'enfance, c'est le train à vapeur. Donc pour un gosse, c'est la machine à vapeur. C'est fabuleux de voir ça dans une gare, avec la vapeur, la fumée, le bruit. Embarquement immédiat, je saute dans ce train. La fréquence, on y passait le matin, il passait souvent le soir, et on l'entendait klaxonner, donc il avertissait à chaque fois qu'il passait dans ces petites routes. Percée visuelle. Ce pont, au fond, agit sur moi comme une aspiration et une perspective. On passe sous un pont et on a l'impression de franchir une porte. On rentre dans un autre univers, on passe ailleurs. Je shoote dans les cailloux. Le tango, la valse, le passo doble, voilà, c'était pas les dates de maintenant. Je bute dans ces vestiges de cerveaux endormis. Et donc c'était un matin d'hiver avec du givre. Cette fois-là, le train s'était transformé en machine diabolique. Je sillonne les mémoires accumulées. On a une histoire, on a même des histoires. J'active les itinéraires enfouis. Non, j'avance tranquille. En forêt, je dirais que je suis plus dans mes pensées. Sentir que la pause, comme la marche, est aussi une manière d'être au monde. La contemplation est une façon d'aborder le paysage,
de devenir le paysage. Je m'interroge. Les voyages dans la tête sont-ils plus beaux que ce qu'on fait en se déplaçant ? À quoi peut bien ressembler mon âme les jours de pluie ? Alors Laurence, les voyages dans ma tête sont plus beaux. Vous avez tous entendu cette phrase qui résume vraiment toute la saveur, j'allais dire la saveur, mais c'est encore un autre sens qu'on convoque, toute la beauté de cette expérience qui donne en fait une approche authentique de l'espace que l'on parcourt. Ouais, et puis c'est vrai que ça résonne avec ce que vous évoquiez tout à l'heure sur cette notion de pudeur. Nous, on travaille, comme je l'ai dit, in situ, c'est-à-dire que toutes les équipes de création, que ce soit les auteurs, les voix, les musiciens, les sound designers, vont aller tous sur place pour glaner cette matière vivante. Et quand vous parliez de pudeur, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on va interviewer des habitants ou des personnes ressources, eh bien, même les personnes ressources, même la chargée du patrimoine, le conservateur, etc., va finalement, au bout d'un moment, oublier le micro qui est posé sur cette table et puis petit à petit, finalement, se laisser aller à un registre qui va être beaucoup plus de l'ordre du sensible que de l'ordre du sachant, finalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on cherche à attirer toujours. Donc, on se retrouve toujours, évidemment, avec des kilomètres de rush. Qui sont comme ça très précieux. C'est vraiment cette matière qui va être dérochée patiemment, précieusement pour finalement créer un portrait choral d'un territoire. Alors justement, on peut dire que dérocher, c'est déjà en quelque sorte commencer à écrire. Quels sont vos secrets de dérochage ? Qu'est-ce qui va décider que vous dérochez, que vous coupez une certaine partie et pas une autre ? Alors, le secret du dérochage, c'est beaucoup de café d'abord, c'est évident. Et puis, c'est toujours sujet à beaucoup de discussions. C'est-à-dire qu'on est rarement seul dans cet exercice de dérochage, c'est-à-dire qu'on est souvent 2 ou 3 à travailler, on se donne des morceaux, chacun à faire pour produire des ours. Et c'est sur la base de ces ours qu'on va discuter et qu'on va affiner, parce que dérocher, en effet, c'est déjà écrire, et c'est parfois aussi, si on n'y prête pas attention, c'est parfois aussi détourner un propos, le raccourcir, le synthétiser avec un peu trop de hâte. Ça, en tant que journaliste, ça, on vous le connaît savez bien en très bien. journalisme, on connaît bien le danger, mais dans la balade sonore, justement, on peut se laisser séduire par le son et couper. Oui, et c'est vrai qu'on va parfois aussi chercher une musicalité de la parole et du texte, et parfois au détriment du sens. Donc on a vraiment un travail, on travaille toujours de manière très collective sur ces balades sonores, et puis on n'hésite pas aussi, on aime bien nous faire ce qu'on appelle des tests usagers, que tout le monde connaît, et c'est vrai que ça permet aussi, avec des oreilles complètement neuves, complètement vierges, de parfois se reposer la question de qu'est-ce qu'on est en train de raconter, et quel que soit le sujet, qu'on soit en train d'interviewer Léon Gauthier, qui est un ancien du commando Kiefer à Ouistreham, plage du débarquement, ou une petite fille qui nous raconte ses descentes en ski à Cauterets, quoi. Oui, donc c'est vraiment la question du sens, à la fois le sens de l'ouïe et le sens aussi de la narration. Est-ce que c'est logique ? Est-ce qu'il y a comme une forme de rationalité à respecter ? Alors, pas trop quand même, parce que certes, on va faire très attention à ce qu'on manipule en tant que matière. C'est ça que j'appelle rationalité, au sens de la prudence. On est prudent naturellement, mais c'est parfois aussi en s'amusant avec les mots qu'on vient y trouver une forme de poésie. C'est vrai que dans le testimonial que présentait Laurence tout à l'heure de cette personne qui dit on plane un peu, nous on a très souvent ce type de retour où les gens, au sortir d'une balade sonore, nous disent qu'ils ont l'impression d'avoir vécu un spa auditif ou un hammam pour les oreilles. Ça, c'est aussi lié au fait qu'on vient chercher cette petite musique aussi qui, parce qu'on l'écoute en marchant, et ça, c'est pas neutre du tout. Oui, c'est ce que j'allais dire, le hammam, on est couché, mais là, on marche, on est en mouvement.
Donc est-ce que ce n'est pas aussi une façon de provoquer un entraînement dont on est pleinement à la fois conscient et pleinement participant, pleinement désirant? Oui, c'est une manière, la marche, c'est une manière de se mettre à l'écoute. Une des autrices avec qui je travaille se plaît souvent à raconter que quand elle était gamine, ado, son père l'emmenait tous les dimanches faire une balade en forêt et elle a mis des années à comprendre qu'en fait le sujet c'était pas la forêt, c'était leur échange à eux, c'était leur capacité à être ensemble et à s'écouter. C'est un peu ce qu'on cherche à proposer à chacun, parce que c'est une expérience individuelle, hein, avant tout les balades sonores qu'on propose, c'est de se dire comment est-ce que par la marche on se rend plus accessible. Parce que, entraîné par son propre mouvement, on va être plus à l'écoute de son corps, plus à l'écoute de ses perceptions, et du coup, on va plus facilement se reconnecter à son environnement direct. Et alors là, on en revient aussi à ce que disait Laurence sur l'idée de contenu qu'on interprète de manière très personnelle. Il y a une intimité, en fait, d'intimité très proche, puisque en effet, vous êtes face à des personnes qui ont témoigné dans le cadre de cette balade, qui sont allées déjà dans un degré d'intimité au moment même de l'interview, et ça évidemment, on va chacun s'identifier qui a cette petite fille dont je parlais, qui a la chargée du patrimoine, qui est passionnée par le lieu dans lequel elle vit, etc. C'est en effet des ressorts qu'on retrouve dans la littérature, ce phénomène d'identification qui fait qu'à un moment, je la vis, la balade, parce que je suis dedans pleinement, quoi. Je vis des péripéties historiques, je vis des balades où je pars vraiment à la rencontre des territoires. En fait, l'immersion par le son, ça me permet d'avoir une vie augmentée, en quelque sorte. Alors, c'est en effet une expérience, on parle souvent, nous, de réalité augmentée auditive, et puis en fait, on a eu la démonstration tout à l'heure avec le moment où la visio ne captait pas très bien. On peut supporter de regarder une vidéo dont l'image, pas un film de cinéma, hein, mais une vidéo dont l'image serait pas forcément terrible. En revanche, on ne peut pas supporter d'écouter un contenu sonore qui ne fonctionne pas. On ne comprend plus rien, en fait, tout simplement. Là, l'idée, c'est aussi de se dire que, oui, bien sûr, ça augmente, le son augmente. Il y a un exemple que tout le monde connaît dans le milieu du son, qui est le film King Kong. Quand quand la production a sorti les screen tests en petite salle, ça, en fait, la première version de King Kong a fait vraiment un flop épouvantable. Les gens n'étaient absolument pas convaincus par cette espèce de grande marionnette pas du tout réaliste. Donc, retour en studio, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on rappelle le compositeur et on lui explique qu'il y a peut-être quelque chose à jouer. Le compositeur a trouvé le thème de King Kong, qui arrive donc dès que King Kong arrive sur l'écran, et là, ça a fonctionné. Là, en l'occurrence, on parle de musique, mais on parle évidemment d'immersion et on parle évidemment d'augmenter une expérience. Cet être qui était censé être très impressionnant ne l'était pas sans son accompagnement sonore et musical. En fait, c'est même plus qu'une existence augmentée, c'est une partie de notre existence qui est révélée à travers cette expérience. Je peux la garder, celle-là ? C'est une jolie punchline. D'accord. Alors, on pourrait conclure de manière assez pratique, tous ensemble. Est-ce que pour les créateurs de contenu, aussi bien dans les industries médiatiques que culturelles, patrimoniales, cette manière en fait de faire venir le visiteur, le spectateur, l'auditeur par le son immersif, c'est pas aussi un mode de maîtrise des conditions d'écoute? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là on l'a rabâché 50 000 fois, les gens se concentrent moins du fait de leur occasion de voir 36 000 contenus, notamment visuels. Est-ce que justement, le fait de conditionner l'écoute avec des accompagnements justement dans un musée, dans un lieu, à travers une marche, donc ce qui est quand même une forme de canalisation, est-ce que c'est pas un moyen de permettre aux gens de mieux écouter plus longtemps et d'avoir une écoute de meilleure qualité? C'est aussi de comprendre quels dispositifs et quelle éditorialisation vont entrer en adéquation avec l'expérience qu'on souhaite faire vivre aux visiteurs de tel ou tel lieu. C'est-à-dire que tout à l'heure, Antoine a parlé de multiples façons de diffuser du son. Nous, par exemple, on diffuse du son au casque. C'est notre métier, c'est ce qu'on sait faire.
On ne diffuse jamais de son dans l'air, on ne sait pas faire par contre. Des gens savent très très bien le faire. Il y a des lieux dans lesquels ça va beaucoup plus se prêter d'aller sur une diffusion comme ça, ambisonique, qui va envelopper un collectif, parce qu'on va chercher à faire vivre une expérience collective. Et puis parfois, on va chercher à aller sur une adresse très directe, on va chercher à parler vraiment au creux de l'oreille du visiteur. Et là, le casque va bien s'y prêter. Donc, évidemment que les conditions d'écoute, elles sont incontournables, de la même manière que quand on fait une balade sonore in situ, lorsqu'on nous dit, que le commanditaire nous dit « vous serez gentil de traverser ce pont tout à fait là-bas parce que politiquement ça raconte quelque chose ». Surtout que la géolocalisation permet aussi d'orienter le... On peut en effet emmener le visiteur où on veut, mais après, il y a aussi vous parliez de rationalité, il y a aussi une intuitivité du cheminement, une intuitivité de la mise en écoute, c'est-à-dire que avec tous les efforts du monde, avec les meilleurs auteurs et la meilleure dramaturgie possible, on n'arrivera pas à faire écouter n'importe quel contenu sur un pont au-dessus d'une 4 voies, ou alors on le joue. Voilà, c'est vraiment cette chose-là à retenir, en fait. C'est-à-dire que pour un message donné, une situation d'écoute donnée et une technologie adossée, quoi. Ça s'appelle la communication, en fait. Absolument. Là-dessus, je ne sais pas si vous avez bien remarqué le décor qui est derrière vous, qui est magnifique, qui nous immerge complètement dans la ville de Metz, qu'on va aller visiter là en pleine nuit, tout éclairé. La cathédrale, le centre Pompidou de nuit, donc je pense que ce sera absolument superbe. Et on est vraiment heureux d'être ici, d'être accueillis ici. Merci beaucoup à tout le monde. C'était vraiment un échange riche et auditif. Merci beaucoup. Laurence voulait dire quelque chose ? En fait, le pouvoir du son, ça nous ramène ça nous ramène aussi et surtout au pouvoir de l'histoire. Et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Ma société s'appelle Narrative. Et combien de fois on m'a dit l'histoire n'existe plus, aujourd'hui il faut faire des choses complètement fragmentaires, etc. Moi, je crois immensément au pouvoir de quelqu'un qui te dit « je vais te raconter une histoire ». Et à ce moment-là, il faut tendre l'oreille. Après, il faut que cette histoire soit bien racontée, qu'elle soit bien écrite, qu'elle soit bien réalisée. Mais c'est quelque chose qui est assez magique. Et au-delà de la technologie qu'on utilise, en l'occurrence le son binaural, je pense que c'est une chose dans laquelle il faut investir. La narration, l'histoire, comment on raconte l'histoire, ça a l'air assez simple comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Et l'autre, Laurence, qui est sur le plateau, le sait bien. Je pense qu'il faut se réapproprier le pouvoir du récit et de l'histoire dans tous nos lieux culturels. Quand on a travaillé avec l'abbaye aux Dames, on nous avait dit oui, mais alors les jeunes, ils comprennent rien, la religion, l'ordre bénédictin, etc. C'est très rare que dans cette abbaye où les jeunes écoutent notre histoire qui dure 1 heure, quelqu'un pose le casque en disant j'en ai marre, on s'en va, quoi. C'est au contraire quelque chose qui fonctionne bien à partir du moment où l'histoire est bien écrite et bien réalisée. Et c'est formidable de pouvoir utiliser des technologies nouvelles pour les mettre au service de bonnes histoires. Donc oui, c'est vraiment les technologies qui sont en quelque sorte sublimées grâce au pouvoir du récit. Enfin, c'est plutôt les technologies qui se mettent au service d'un récit. Et c'est pas la technologie qui fait l'expérience, c'est vraiment d'abord le récit. C'est comme dans un film, un mauvais scénario ne fera jamais un bon film. Après, on peut faire avec un bon scénario un mauvais film, mais il faut un bon scénario de départ. Et la technologie, en l'occurrence, que ce soit le son binaural, ambisonique, enfin selon le contexte, on peut en choisir. On peut décider de travailler avec l'un ou l'autre selon les publics, etc. Mais en tout cas, cette technologie va permettre d'un bon scénario de l'augmenter d'une couche expérientielle qui sera assez extraordinaire. Mais parlons du pouvoir de l'histoire dans tous les lieux à visiter, parce que ça marche une histoire. Ça marche auprès de tous les publics, c'est un code qu'on connaît, on nous raconte des histoires depuis qu'on est enfant, et ça marche. Après, il faut trouver la manière de la raconter au public qui est là. Donc, réfléchir à comment on la raconte avant de parler technologie même.
c'est une sorte d'imbrication du contenu et du contenant. Oui, et c'est pas seulement du son binaural, c'est avant tout un contenu, une histoire avec une technologie. Merci beaucoup d'avoir rappelé ça parce que c'est quand même important qu'on ne dissocie pas la technologie d'une part et puis la narration de l'autre, l'art de la narration de l'autre. Super, merci. Merci beaucoup.